Bonjour à tous, pour le Zoom aujourd'hui, je suis aux côtés de Christine Boutin. Bonjour Madame le Ministre. Bonjour. Vous êtes ancien ministre du Logement et de la Ville, ancien député. Vous êtes également présidente d'honneur de VIA, Parti chrétien-démocrate, que vous avez fondé il y a quelques années. Absolument. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier aux éditions Téqui, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour les Français et la France. C'est l'inverse. Pour les servir. Pour servir les Français. La France et les Français. C'est tout de suite sur la boutique de TVL. Vous pouvez dès à présent retrouver cet ouvrage. Alors Christine Boutin, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet grave, bien sûr, puisque depuis quelques jours, à l'Assemblée nationale est discuté le fameux texte sur la loi de fin de vie. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Déjà en 2017, elle a été retardée. Il a refait cette promesse en 2022, comme quoi il y a des promesses qu'il souhaite visiblement tenir. Comment percevez-vous cette persévérance justement sur cette question de l'euthanasie qui revient en permanence dans le débat? Écoutez, une persévérance chez M. Macron, c'est exceptionnel. C'est en même temps, c'est tout et son contraire. Mais sur certains sujets, effectivement, il a l'air d'avoir une certaine forme de persévérance qui, pour moi, est un signe excessivement inquiétant. Parce que sa persévérance est pour moi toujours orientée vers le mal. Là, ce qui est proposé dans cette loi, et ça apparaît de plus en plus dans les discussions, il s'agit en fait de terminer la boucle du non-respect de la vie en France. Ça a commencé avec l'avortement. Moi, je n'étais pas encore élue à ce moment-là, c'était en 75, j'ai été élue en 86, depuis 10 ans plus tard. Et pendant 40 ans, j'ai pu suivre toute l'évolution de la France sur ce sujet de la vie, qui était mon combat à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on en arrive à terminer la boucle, c'est-à-dire le début de la vie et la fin. Mais au-delà de cet aspect morbide, cette espèce de passion que la France et que M. Macron semble avoir pour la mort, je pense que, au-delà de tout ce qui est dit, nous arrivons vraiment à un terme. Pendant des années, on a dit on touche le fond, non, c'était pas là. On est en train véritablement de toucher le fond. Cette loi est une loi de rupture. C'est une rupture profonde pour la France. C'est un rejet de toute notre philosophie anthropologique qui a pour objectif de protéger le plus fragile. Et je pense qu'elle aussi, une chose qui m'a stupéfait, c'est de voir que cette loi, et pour ma part, c'est la première fois que je le vois en France, le mensonge est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que le mensonge prend une valeur légale de loi pour tous, et qui va nous entraîner naturellement dans le tohu-bohu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et le quatrième point que je vois dans cette loi, c'est que la République est très mise en danger par sa devise qui n'a plus de sens aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité. Oui, peut-être qu'on aura l'occasion de développer. On va revenir sur tous ces points en voyant ensemble effectivement les tenants et les aboutissants de ce texte. Peut-être commençons par l'actualité, par ce qui est aujourd'hui en vigueur. C'est toujours la loi Claes-Leonetti. On se rappelle qu'on en a beaucoup parlé à l'occasion de l'affaire Vincent Lambert, comme on dit communément aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en l'état de quoi il s'agit exactement? Écoutez, en ce qui concerne la loi Leonetti-Claes, moi déjà, vous savez que j'ai déjà commencé ma vie politique sur les lois bioéthiques. J'étais vraiment très en retrait, enfin j'ai mis en évidence un certain nombre de choses en prévoyant du reste qui allait se passer, et tout s'est déroulé comme je l'avais prédit à l'époque. Et il est probable que ça ne soit pas terminé. Ah non, c'est pas terminé. Au vu des propos du professeur Touraine qui explique que c'est la stratégie du pied dans la porte, on peut s'attendre à beaucoup plus. Absolument, on y va, on est à l'euthanasie, c'est cette loi. Alors la loi Claes-Leonetti, c'était déjà un petit coup de pied dans la porte, même si on ne voulait pas de l'euthanasie, on allait jusqu'au bout du bout. Mais moi, personnellement, je n'étais pas favorable, je n'ai pas voté cette loi. J'ai beaucoup de respect pour Leonetti, qui a fait le maximum compte tenu de la pression sociale et politique de l'époque. Mais là, il n'y avait pas l'acte de tuer.
Tandis que dans la loi d'aujourd'hui, c'est ça ce qui est absolument la grande fracture, c'est qu'il va être autorisé la transgression ultime qui existe depuis que l'humanité est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on comprenne bien, on était dans une attitude d'accompagnement passif vers la mort, avec une sédation profonde et continue, comme le dit le texte, et une privation d'alimentation et d'eau pour les patients. C'est-à-dire qu'on les affamait et on les assoiffait, le tout avec une sédation profonde. Oui, c'est ça. Petit à petit, c'était quelque chose... mais on peut pas... C'est-à-dire, vous avez parfaitement raison, c'était passif. Tandis que là, on abandonne le passif et on va à l'actif. Et c'est complètement différent. Il y a une nuance très importante. J'espère que nous allons pouvoir le démontrer. Mais déjà, si vous voulez, pour moi, exigeante, peut-être trop, je ne sais pas, non, je crois pas. Il y avait déjà un petit pied dans la porte qui était mis là. C'était un peu une hypocrisie, honnêtement. Alors justement, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure du mensonge qui était presque institutionnalisé, du mensonge sur les termes qui sont utilisés, et je pense qu'il est important de s'arrêter sur ces points. On a vu aujourd'hui que le texte était dissocié des soins palliatifs pour ne s'attarder de l'autre côté que sur la fameuse fin de vie, le suicide assisté, qui est ni plus ni moins une euthanasie qu'on n'appelle jamais d'ailleurs comme ça dans les textes. On parle aussi également beaucoup de dignité de fin de vie. Comment percevez-vous cette surutilisation, j'allais dire, de ce terme de dignité quand il s'agit de la fin de vie? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confusion absolue. Les mots n'ont plus les mêmes sens. Peut-être que du reste, notre temps, avec la philosophie woke, peut-être avec l'idée qu'un homme peut devenir une femme devenir un homme, tout est possible. Ou ne pas choisir. Et on ne pas choisir, absolument. Donc, dans cette époque-ci, si vous voulez, la dignité, qu'est-ce que l'on met derrière le mot dignité? Et nous aurons l'occasion d'en reparler, j'espère, à propos de la devise de la France et de la République. Mais la dignité, aujourd'hui, elle est dans le fait que l'on ne va pas proposer aux plus faibles, physiques, intellectuels, psychiatriques, etc., de l'aider, de le soutenir, d'avoir de la compassion pour lui. On va l'aider au contraire, non pas à le protéger, puisque tous les amendements qui étaient prévus pour permettre d'accompagner une personne en suicide, en idée de suicide, etc., par exemple, tous les amendements qui étaient là pour protéger et aider la personne à retrouver la vie ont été éliminés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même à un tel point qu'on a créé un délit d'empêcher le suicide. Est-ce que vous vous rendez compte? On a créé, alors moi j'ai suivi tout ça sur l'avortement, on a créé tout le long de ces années, on a ouvert l'avortement à toutes les possibilités. Il y a un délit d'entrave pour l'avortement. Eh bien là, on a créé un délit d'entrave pour celui qui voudrait se suicider, que on essaierait de ramener à la vie. Je ne sais pas comment toutes ces associations magnifiques, religieuses ou pas religieuses du reste, qui écoutent par téléphone les gens qui sont un peu en dépression, est-ce que ces associations vont pouvoir continuer? Je ne le pense pas, puisque c'est un délit de s'opposer à une personne qui veut se suicider. Et alors, ce que soulève cette question de surutilisation justement du terme de dignité de la mort, le droit de mourir dans la dignité, c'est qu'en réalité, les gens qui défendent ce droit à mourir dans la dignité, on se demande s'ils portent pas un jugement sur le vivre dans la dignité finalement. Ils choisissent qui a le droit de vivre dignement, et si c'est pas digne à leurs yeux, il vaut mieux mourir. Moi, je pense qu'ils ont pris ce mot dignité, qui est un très beau mot, et qu'ils l'ont pris, du reste, celui qui est le responsable de l'ADMD, c'est Monsieur Romero. L'association d'aide à mourir dans la dignité, justement, Jean-Luc Romero. Oui. C'est Monsieur Romero, que j'ai très bien connu, avec lequel j'ai eu des plateaux d'opposition très forts, disait très bien à l'époque, au moment du mariage homosexuel où j'étais opposée, en disant, mais bien sûr que Boutin avait raison, bien sûr qu'elle avait raison, mais nous on n'allait pas le dire, il faut être un peu malin en politique. Alors là, il est malin en politique en utilisant ce magnifique mot de la dignité.
dignité qui est agréable à toutes les oreilles. Tout le monde a envie d'être digne. Tout le monde a envie d'être digne, mais ça va pas durer, hein, je vous le dis tout de suite, ça va pas durer. Mais pour l'instant, c'est un mot qui est flatteur, et donc ça permet de faire accepter ce qui est inacceptable. Et malheureusement, beaucoup de nos compatriotes qui ont beaucoup de difficultés en ce moment et beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations, n'ont pas pris conscience de la gravité du texte qu'on est en train de passer à l'Assemblée nationale française. Car je vous le rappelle, c'est le texte le plus large qui a le moins de frontières, de garde-fous du monde. Et dans tous les pays qui ont commencé, comme le dit Monsieur Touraine, par faire une ouverture dans la porte et qui depuis ont tous s'y manifestent, ont fait tomber les garde-fous, eh bien, ça ne nous empêche pas, nous, de dire maintenant on n'a même pas besoin des garde-fous, parce que l'époque de Touraine où il fait sa vidéo d'il y a 2 ans en disant on va commencer, on va faire petit, puis mais c'est plus du tout ça. Là aujourd'hui, tous les garde-fous sont tombés. C'est la loi la plus excessive qui puisse exister au monde. Donc vous pouvez imaginer que si on part de l'absolu de la mort, nous allons vers la barbarie. Moi je vous dis, on va vers la barbarie. Quand on donne l'autorisation de tuer, je vous le rappelle, qui est la plus grande des transgressions, et c'est ce qui est donné. Du reste, le métier de soignant, le métier de médecin n'a plus de sens, puisque leur objectif, ce n'est pas d'accompagner et de soigner. L'objectif, c'est d'abord ne pas nuire. Absolument, et d'éliminer tous ceux qui coûtent trop cher pour la société. C'est-à-dire les malades, les handicapés, les troubles, ceux qui ont des troubles psychologiques. Alors vous donnez du crédit, vous, justement, à ces gens qui nous disent que on veut l'euthanasie pour faire des économies? Ah ben bien sûr. Ah mais j'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu. Oui, oui. Du reste, je pense que ça passera. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui n'a que pour guide que l'économie et l'argent. Le grand moteur aujourd'hui, c'est le fric. Hein. Mais sur le plan anthropologique, on constate quand même que de fil en aiguille, la mort n'a plus sa place dans notre société. Auparavant, nos anciens naissaient d'ailleurs chez eux et pouvaient même mourir chez eux. Leur famille venait les veiller pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, globalement, les morts sont aseptisés, les proches sont souvent privés d'une présence. Oui, mais ça, c'est le résultat de mon époque, de ma génération. Bien sûr, mais est-ce que précisément cette réponse par la loi ne va pas dans le sens de ce qu'attend la population, c'est-à-dire ne plus rien voir, ne plus savoir ce qu'est la mort, sinon d'appuyer sur un bouton. Bien sûr, parce que nous avons construit, ma génération, et je le regrette profondément, même si j'ai toujours été en grande opposition avec ces tendances, cette génération a tout eu, c'est une génération gâtée, et qui n'a pas voulu voir la souffrance. La souffrance est quelque chose d'impossible. Le diable n'existe pas. On voit pas le mal, on cache le mal. Enfin, c'est la première génération qui risque de se faire appuyer sur le bouton. Ben oui, et les pauvres, ils n'y sont pour rien. Enfin, je veux dire, enfin si, ma génération un peu plus, puisque les vieux sont dans le coup aussi. Mais si vous voulez, on va être confronté au réel. Là aujourd'hui, c'est encore une esquive par rapport au réel. On n'a pas voulu voir la mort pendant 40 ans. Maintenant, on nous la propose dans la loi. Certains, philosophiquement, estiment que c'est nécessaire. Les Français qui ont perdu, qui n'ont plus le temps, plus d'économie, qui tirent le diable par la queue, etc., essaient d'élever leurs enfants. C'est très difficile, l'éducation n'est plus transmise, la famille n'a plus d'existence. Ils ne voient pas la gravité des choses. Et dans la continuité, ils se rendent compte, après tout, c'est bien, moi je pourrais choisir ma mort. Mais en général, on dit ça quand on est en bonne santé. Mais quand on est malade ou quand on commence à devenir vieux, on se dit, moi je vais essayer de vivre le plus longtemps possible. Parce que rien n'est plus beau que la vie. On pourrait aussi considérer qu'il y a une portée sociale, familiale à la mort. Il y a la personne qui décède, mais toute sa famille qui est en deuil, qui l'accompagne, qui d'ailleurs se réunit, qui parfois le fait avec une certaine festivité, avec une façon de rendre hommage propre à chaque famille. Est-ce que c'est pas aussi la porte ouverte à faire entrer les institutions, la loi, la législation, encore une fois, un peu plus au cœur de nos vies et de nos nos choses les plus profondes? Oui, moi je veux pas nier cela, et je pense que c'est toujours une erreur. Hein, c'est une erreur. Mais avant, quand il y avait ces réunions familiales où moi j'étais une génération où mes enfants, il ne fallait pas leur montrer la mort de leur grand-père ou de leur grand-mère. Hein. C'était l'environnement, moi je l'ai fait, mais fallait pas montrer cela. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est l'État, c'est le pouvoir qui se traduit en institution et en loi, qui s'installe dans la vie de chacun.
Quand on veut mettre un enfant à l'école à 2 ans, on le retire de sa famille. Vous voyez bien, c'est toujours la même chose. C'est une question de pouvoir et de possession. Dans cette affaire-là, les Français ne se rendent pas encore compte, mais le débat, il y a encore une quinzaine de mois avant qu'on soit au vote vraiment final, et je pense qu'on a le temps de se réveiller et de prendre conscience de la gravité des choses. Donc je suis pleine d'espérance pour ma part. Si je peux me permettre, je fais une parenthèse, mais c'est très intéressant ce point justement d'intrusion de l'État dans nos vies, parce que finalement, les défenseurs de l'euthanasie aujourd'hui expliquent qu'il s'agit d'une liberté. En réalité, on est dans un asservissement supérieur de la part des institutions. Mais naturellement, c'est un totalitarisme qui s'installe petit à petit, mais bien sûr. Et là, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Le droit, on se donne le droit de tuer. Et on n'a pas le droit de l'empêcher. Non, mais non, on n'a pas le droit de l'empêcher. Alors, vous l'expliquiez tout à l'heure, justement, ce fameux délit d'entrave, il est puni d'1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, est considéré comme délit d'entrave, tout fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher, de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, dans un but dissuasif. Donc, c'est très clair, il s'agit de ne pas parler de l'euthanasie si c'est pas pour en dire du bien, quoi. Bien sûr, mais bien sûr. Ben, il ne faut que favoriser le droit de tuer. Or, vraiment, à partir du moment où on donne le droit de tuer à l'autre, on rentre dans une société barbare. C'est une évidence. Du reste, les exemples qui sont actuellement dans les pays étrangers le montrent bien. Quand en Belgique, on euthanasie un enfant de 10 ans, 12 ans, sans aucun, parce qu'il a un petit malaise psychologique, je veux dire, vous voyez bien. Mais ça correspond aussi à une idéologie qui, à mon avis, qui est fausse, qui est de dire, et ça fait longtemps, que la planète est surpeuplée, donc il y a trop de monde. Donc il faut éliminer ceux qui ne servent à rien. Parce que moi, pendant tout mon combat... C'est ça, la dignité, globalement, c'est ce qu'on sert au capital. Mais c'est ça, mais exactement. mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la personne... C'est paradoxal parce que les personnes âgées dans les EHPAD, il y a pas mal de capitalisme autour. Oui, mais bon, alors en ce moment, ils ont un peu moins la cote. On commence à les critiquer pas mal, les EHPAD. Mais aussi, là, si vous voulez, l'évolution de la société a fait que la famille n'ont plus les possibilités, parce qu'ils ont des salaires insuffisants, de pouvoir garder chez eux leurs personnes âgées. Parce qu'ils doivent travailler, évidemment. Parce qu'ils doivent travailler. Et donc, la personne âgée, elle est mise de côté. Mais à la limite, la personne âgée, moi je suis une personne âgée, je veux dire, je peux comprendre, on a une belle vie, bon, très bien. Mais quand vous voyez que les handicapés, vous vous rendez compte? Moi, je voudrais souligner que vos téléspectateurs regardent cette vidéo qui est partout, ils l'ont peut-être vue, de Louis Bouffard, qui est atteint de cette maladie de Duchenne, qui petit à petit diminue, a pris ses jambes, est en train de prendre ses bras. Il a 20 ans, 25 ans peut-être, ce garçon, et qui dit mais la vie est belle. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. On n'a pas le droit d'intervenir. Vous comprenez? Donc, voilà, et c'est une pression qui est faite sur tous les malades, sur tous les handicapés qui vont finir par se poser, et les vieux aussi. Mais moi, à quoi je sers? Est-ce que je dois rester? Est-ce qu'au contraire, je ne dois pas me faire euthanasier? Vous voyez, c'est une pression dont on va tous être responsables. Et la vie, pour elle, la vie en elle-même n'a d'intérêt que si elle correspond à quelque chose. Et pendant toutes mes 40 ans de vie politique, j'ai toujours mis en garde sur le fait de ne pas considérer la personne humaine comme une variable d'ajustement. Et nous n'avons pas arrêté de faire de la personne humaine une variable d'ajustement sur le plan économique, social, etc. Alors, ce qui est amusant, si je puis dire, parce que je suis cynique, c'est que on a vu que le délit d'entrave serait puni. En revanche, l'incitation à l'euthanasie... Ah, pas du tout. Ne sera pas puni. Non, mais bien sûr. Il y a eu un amendement, il a été rejeté. Oui, il a été rejeté, mais bien sûr. Donc, oui, mais tout ça va dans le même sens. Mais c'est pour ça, je voudrais quand même vous parler du mensonge. Dans un amendement, franchement, je voudrais dire... De Daniel Simonet, j'imagine que vous alliez parler de celui-ci. Bien sûr. Alors, quand je l'ai découvert, c'est un amendement qui a été voté en commission et qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, enfin qui va être voté à l'Assemblée nationale. Je dis à vos téléspectateurs, je le dis lentement, est réputé décédé de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. Ça veut donc bien dire qu'il y a une personne extérieure, une aide extérieure, qui a provoqué la mort. Donc elle n'est pas naturelle.
Donc c'est comme si, quand bien même ce serait pas une aide extérieure, mais même un suicide, on mettrait pas que c'est une mort naturelle. Mais bien sûr. Donc là, on est en train de fausser le sens des mots et d'installer le mensonge dans la loi. À ma connaissance, c'est la première fois en France qu'on le fait. Donc, alors, je ne dis pas que le mensonge n'existe pas, parce que malheureusement, il est très répandu dans nos relations sociales, malheureusement. Mais nous sommes un pays de droit écrit. Eh bien, ce n'était pas écrit dans la loi. Maintenant, c'est écrit dans la loi. Ça veut dire que ça va être notre règle du jeu, non seulement pour la vie et la mort, mais pour notre relation permanente de tous les jours. Vous allez chez votre boulanger, vous avez oublié de prendre votre porte-monnaie, vous lui dites, monsieur, je vous paierai demain quand je reprends ma baguette. Le monsieur vous dira, mais non, écoutez, moi j'ai plus confiance maintenant. Non, j'ai plus confiance avec le mensonge. Non. Donc, c'est la fin de la confiance. C'est la fin de la confiance dans ce pays. Alors, est-ce que vous rendez compte... confiance entre les êtres humains, bien sûr, parce que si on met en relief ce que vous venez de nous indiquer et le précédent, à savoir l'incitation à l'euthanasie, concrètement, une application simple, la grand-mère a une très grande maison qu'on convoite, elle est sur son lit d'hôpital, mais pas en fin de vie, elle dit quand même, mamie, ce serait tellement plus pratique si on appuyait sur le bouton. Et en plus, ce serait une mort naturelle. Oui, ça serait une mort naturelle. Et puis, tu sais, nous, on est très malheureux. On a besoin d'argent, ce qui est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais regarde, ça serait la franchise extrême. Mais non, mais la grand-mère, elle le sait que ses petits-enfants, ils sont dans la difficulté. Déjà, elle les aide beaucoup, la grand-mère. Donc, si vous voulez, humainement, on est même conduit à ça. Et du reste, dans cet amendement, ce qui justifie cet amendement qui travestit la mort naturelle, c'est une raison d'héritage, de pouvoir hériter de l'assurance vie du grand-père, des pépés et mémés. Pour pouvoir bénéficier, hériter de cet héritage, il faut que ça soit une mort naturelle. Donc on décide que l'euthanasie c'est la mort naturelle. Voilà. Donc c'est une confusion dans les mots. C'est une confusion. C'est un mensonge absolument épouvantable. Enfin moi je l'ai vraiment. Ça m'a fait sortir de mes gonds parce que ça va même au-delà du problème de la vie, de la manipulation de la vie et de la mort. Parce que c'est toute notre vie sociale qui va avoir comme règle du jeu le mensonge. Là, on va vers le tohu-bohu. Ça, pour moi, c'est une certitude. Parlons peut-être un peu de politique, Christine Boutin, puisque, comme je l'ai dit, ce texte est en ce moment observé à l'Assemblée nationale jusqu'au 27. Comment regardez-vous les débats qui se tiennent? Comment regardez-vous ces votes, ces amendements qui ont été rejetés? Ce droit également qui a été validé pour les handicapés mentaux de recourir au suicide assisté sur des bases, ma foi, très discutables en termes de consentement éclairé. Comment voyez-vous cela, ces débats, comment se tiennent-ils selon vous? Je veux déjà remercier et féliciter tous les députés, quels qu'ils soient, qui ont voté contre tous ces amendements. Parce qu'il faut du courage. Pour l'avoir vécu, je sais la pression qu'il peut y avoir, à la fois dans l'environnement, dans le milieu politique, dans l'hémicycle. Donc, je tiens à les saluer et à leur dire qu'il y a beaucoup de Français qui les écoutent, que tous ne sont pas encore bien éclairés, mais nous avons encore le temps et qu'on compte sur eux. Et que, pour moi, ce sont des hommes et des femmes qui m'inspirent le respect profond. Et je leur dis surtout, tenez bon, vous êtes l'honneur de la France. Vous êtes l'honneur de la France. Surtout, faites en sorte d'avoir confiance dans les Français. Ils vont se réveiller, et j'en suis convaincue. Du reste, moi, je vois quand même une évolution petit à petit chez le Français qu'on rencontre. Bon, j'aurais des anecdotes à vous raconter, mais je vais pas aller plus loin. Donc, bravo, merci, respect pour tous les parlementaires. Ils sont pas très nombreux, mais c'est un peu normal. C'est la règle du jeu. Je ne veux pas le répéter, mais à chaque loi, chaque groupe a son spécialiste qui est présent dans l'hémicycle. Pour les lois de société, ils sont plutôt plus nombreux que dans les autres textes, vous comprenez. Donc, bien sûr, ils sont pas suffisamment nombreux, mais ils sont là. Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de discipline de parti non, mais mais il n'y a pas de discipline de parti. Il n'y a pas de discipline de parti. En France, le mandat impératif n'existe pas. Quand on suit son groupe,
C'est parce qu'on n'a pas été spécialiste de la loi sur la TVA qui est en discussion et qu'on fait confiance aux spécialistes de TVA et on suit son groupe. Mais aucun parti, aucun groupe en France, c'est la liberté pour chaque député. À chaque fois que je vote comme le gars sur la TVA, c'est parce que je lui fais confiance et que lui sait la TVA et donc j'ai pas le temps qui m'occupe de la bioéthique et de la vie. Je m'occupe de la vie. Mais ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être comme ça pour ces textes. Mais le seul problème, c'est que aussi bien dans les rangs de la droite parlementaire, du Rassemblement national, il n'y a pas de consigne de vote. Bien sûr. Chacun fait comme il veut. Mais c'est un abus de pouvoir. Je suis désolée quand j'entends un patron de parti qui dit je laisse la liberté de vote. Excusez-moi, ce n'est que sur les sujets de société qu'ils le disent. Ce n'est que sur les sujets de société. Je l'ai vu pendant 40 ans. C'est quoi, c'est de la lâcheté? C'est de la facilité. On a l'impression d'être généreux. Mais quand un député vote pour la TVA dont je parlais, c'est lui qui aliène sa liberté pour suivre la TVA. Moi, il m'est arrivé très souvent de ne pas voter comme mon groupe sur un sujet que je ne connaissais pas, mais sur lequel j'avais travaillé et que j'étais pas d'accord avec la position du groupe. Mais le problème, c'est que parfois, il y a effectivement des représailles du groupe ou du parti pour dire t'auras pas l'investiture. Mais ça, c'est la grandeur du parlementaire, de savoir ce qu'il veut. Ou la petitesse. Oui, la petitesse. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour ce texte, de le voir rayé de la carte? Est-ce que vous pouvez tabler sur la censure? Non. Ça a le mérite d'être clair? Non, ça, j'y crois pas du tout. Non, mais je pense que ce texte, de toute façon, j'espère, mais pas de façon béate, que ce texte va connaître des difficultés. Je ne sais pas lesquelles, mais il y en aura. Il y a eu la dissolution qui est absolument inexplicable sur le plan politique, sur le plan de la raison, et qui a permis d'avoir 1 an de plus pour réfléchir sur ce texte. Donc ça a déjà fait évoluer un petit peu certaines personnes qui ont pu en prendre un peu plus conscience. Là, on a encore 15-16 mois. Donc on va continuer. Et puis, moi, vous savez, je suis une catholique fervente et je pense que l'intervention divine est toujours possible. Et je voudrais vous dire quand même quelque chose sur ma devise. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Parce que cette loi, non seulement elle est en train de tuer tout le monde, tous ceux qui ne comptent pour du beurre, mais en plus, elle va tuer la République. Et je ne comprends pas que les républicains laïcards soutiennent cette loi. Parce qu'il n'y a plus de fraternité dans cette loi. On a vu tous les fragiles. Ça dépend laquelle. Ah bah laquelle humainement, il n'y a plus de fraternité, puisque on va tuer les gens qui sont les plus fragiles et qui servent à rien. Il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus ça. L'égalité, elle n'existe déjà plus, parce que l'égalité, par exemple simplement aux soins, mais dans bien d'autres domaines, l'égalité entre les Français n'existe plus. Il n'y a que les riches qui éventuellement peuvent encore avoir des soins à peu près corrects. C'est pas garanti 100%. Et ce n'est pas garanti 100%, donc l'égalité n'existe plus. Donc il ne reste plus que la liberté, mais la liberté, c'est pas la peine dans cette loi. Ils seront tous morts, ceux qui servent à rien. Donc, liberté, égalité, fraternité n'existe plus. Vous savez quand est-ce qu'a été décidée cette devise des Français? Je joue franc jeu, vous me l'avez déjà dit, mais je ne savais pas. Eh bien, je pense que beaucoup ne le savent pas. Et moi-même, non, dans mon imaginaire, c'était de la Révolution. Car tout cela vient de la Révolution. Je vous le dis, c'est le dérapage général de la philosophie de la Révolution. C'est en 1848. Alors, je suis désolée, 1848, c'est très récent. Bien sûr. On a tous l'impression qu'on est complètement bloqué sur cette affaire. Et jusqu'à présent, nous avions tous la même interprétation de liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, avec la confusion dans laquelle nous rentrons, ça n'a plus le même sens. Donc, les fondamentaux, les principes indivisibles, c'est marqué dans la Constitution, ces trois termes. Eh bien, ces 3 termes vont s'effondrer parce qu'ils ne vont plus avoir de sens, en tous les cas le même sens entre tous les Français. Donc, nous allons avec cette loi vers des problèmes politiques, philosophiques, moraux, d'une gravité extrême. Et je pense que la République va vaciller. Je vous l'ai dit. Et c'était donc Christine Boutin qui défend la République. Écoutez, j'appelle simplement pour montrer la gravité de la situation. Elle va au-delà même de toute la philosophie que sous-tend cette affaire.
Elle concerne la France. Alors moi, par rapport aux 250 ans que représente 1848 aujourd'hui, et toute la monarchie, 1500 ans, je dois dire que, voilà, on peut retrouver d'autres fonctions que la République. En tous les cas, je suis persuadée que la République va tomber, telle que nous la connaissons. Et c'est chez vous que je le dis. Eh bien, c'est chez nous qu'on l'aura entendu. Merci beaucoup, Christine Boutin. Je rappelle, chers téléspectateurs, si vous voulez faire l'acquisition de ce livre, il est sur la boutique de TVL, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. C'est aux éditions Teki. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de la commenter, de la relayer, bien sûr. Et puis, le petit pouce en l'air, ça améliore le référencement. Merci à tous.